Europe 1, 8h35, la revue de presse. La revue de presse de David Abiker. Bonjour David. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. À la une de vos journaux ce matin, une question posée par Le Figaro. Que peut faire l'Europe face au chaos libyen? Et les Échos répondent, drame de l'immigration, l'Europe sans solution. Et tandis que La Croix rappelle l'urgence d'agir, les quotidiens énumèrent sans enthousiasme les mesures qui seront proposées par Bruxelles jeudi pour dissuader le trafic d'êtres humains et empêcher les candidats à l'immigration de risquer leur vie. Le Parisien aujourd'hui en France s'inquiète lui du doublement des conflits au bureau provoqués par les questions religieuses ou quand la religion s'invite au travail. Le numérique lui fait la une de Libération avec l'Apple Watch attendu vendredi et les objets connectés, véritable piège à données personnelles. L'opinion s'inquiète des dommages économiques du projet de loi sur le renseignement, une loi anti-compétitivité. Et puis la presse salue dans son ensemble Richard Anthony, roi des yéyés, disparu hier à l'âge de 77 ans. C'est la Libye, David, qui inspire ce matin le plus les éditorialistes. La Libye, c'est le dénominateur commun de deux actualités effrayantes, explique Guillaume Goubert en une de La Croix. C'est de là que partent les bateaux des passeurs cyniques qui acheminent les migrants vers l'Europe. C'est en Libye que 28 hommes présentés comme des Éthiopiens chrétiens ont été exécutés par les islamistes de Daesh. Et l'éditorialiste d'expliquer qu'il est tout aussi compliqué pour les puissances européennes de rester inertes devant la barbarie et le drame humain que d'envisager une deuxième intervention militaire en Libye. Pour Philippe Gély du Figaro, l'Europe a au contraire le devoir de mettre fin à ces horreurs. C'est une obligation morale et sécuritaire. Et dans cette Europe, la France et le Royaume-Uni n'ont plus d'excuses pour détourner le regard de la deuxième guerre de Libye. Quoi qu'il en soit, l'Europe part de très loin pour trouver une solution. Pierre-Henry, directeur général de France Terre d'Asile, dans le Figaro toujours, accuse. L'Europe n'a pas eu la volonté politique de mettre les moyens adaptés au drame des migrants. 3 sommets ont été consacrés à ces questions entre 2013 et juin 2014, accouchant tous de solutions inapplicables. Voilà qui augure mal du sommet extraordinaire de jeudi. On revient en France, David, et vous faites le lien, vous, ce matin, entre l'arrivée de l'Apple Watch vendredi et le projet de loi sur le renseignement. Ben oui, parce que les objets connectés, comme le projet de loi sur le renseignement, concernent les données personnelles. C'est d'abord l'opinion qui s'inquiète des effets anti-économiques du projet de loi sur le renseignement. Autrement dit, pour beaucoup, ce ne sont pas tant les libertés que menace cette loi qui ouvre grand les emails, les SMS ou les conversations mobiles aux enquêtes de police. Non, ce sont les perspectives économiques ouvertes par l'exploitation des data, l'informatique dans les nuages, ce nouveau pétrole. Et l'opinion de rappeler que le scandale de la NSA aurait coûté 35 milliards aux acteurs américains du cloud, de l'informatique. En clair, c'est la crédibilité numérique de la France qui est menacée par le projet de loi sur le renseignement qui va tuer le business en jetant la suspicion sur notre beau pays de liberté. D'autres interrogations sur les données personnelles sont portées ce matin par Libération, avec le lancement mondial de l'Apple Watch et la mode des objets connectés. Le poids, les calories, le rythme cardiaque, le nombre de pas, l'homme hyper connecté se place lui-même sous surveillance et Johan Hufnagel de Libération prévient. Ces données révèlent tout de vous et de vos manies. Si elles tombent dans des mains qui ne sont pas celles de votre médecin, mais d'une mutuelle ou d'une assurance, voire d'un employeur indélicat, nos petits écarts risquent de nous coûter cher. Bref, entre la surveillance d'État et l'autosurveillance pour notre santé et notre sport, on n'en a pas fini avec ces données personnelles tant convoitées. Montrez-moi votre poignet, vous avez une montre connectée ou pas? Non, pas du tout, j'ai une montre à l'ancienne, une montre à 50 ans. Bon, un peu de politique avec la poursuite de la polémique provoquée par le président de la République au sujet du Parti communiste. François Hollande l'a dit dimanche sur Canal+, Madame Le Pen parle comme un tract du Parti communiste des années 70. Ça n'a pas vexé Marine Le Pen, mais le Parti communiste beaucoup. Pour les communistes, ce qu'a dit François Hollande est une stratégie délibérée pour mettre le FN au centre du jeu, explique Olivier d'Artigol, porte-parole du PC, interrogé par Le Parisien. Ce qui fait également dire à un proche du chef de l'État que ce n'est pas le moment d'affaiblir le Parti communiste, car on a besoin de ses voix et de ses électeurs. Alors faut-il que François Hollande présente des excuses? Le Figaro a posé la question à l'historien et chroniqueur bien connu d'Europe 1, Christophe Bourseiller, qui a relu certains tracts du Parti communiste du temps de Georges Marchais, qui avait publiquement pris parti contre l'immigration. Et Bourseiller de rappeler qu'en 1980, la municipalité communiste de Vitry avait envoyé un bulldozer pour saccager un foyer de travailleurs immigrés. Alors pourquoi y aurait-il des excuses,
déroge benoîtement Christophe Bourseiller. On va en région avec 33 000 carnets de santé qui ont été imprimés et qui vont être jetés à la poubelle car ils sont jugés sexistes, David. C'est le gaspille du jour, c'est la Provence qui nous raconte cette affaire qui secoue le conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Pour illustrer la couverture du carnet de santé 2015 distribué aux familles, l'administration avait trouvé une jolie photo qui en toute innocence montrait un garçonnet en train de mesurer sa hauteur, tandis qu'au second plan, une fillette se mesurait la largeur, la taille. Il a fallu que le visuel de cette couverture se retrouve sur Internet pour qu'une blogueuse bretonne explique qu'on avait affaire au pire des clichés sexistes. Au garçon, la croissance verticale, à la fille, l'obsession de la taille et du poids, autrement dit, une répartition des rôles bien stéréotypée. La présidente UMP du Conseil général des Bouches-du-Rhône a donc expliqué que l'image avait été choisie par son prédécesseur socialiste, que les 33 000 carnets allaient être envoyés au pilon et que le Conseil départemental allait en éditer 33 000 autres, illustrés différemment évidemment, coût de l'opération, 33 000 €. Quand même, c'est donc à lire dans la Provence. On termine, David, avec une question d'étymologie. Ce matin, toute la presse rend hommage, je vous le disais, à Richard Anthony, avec des titres comme « Le roi des yéyés est mort » pour Le Parisien, ou bien « Bye bye yéyé » pour Libération qui salue le copain et nous renseigne sur l'origine du mot yéyé. Le mot yéyé, on le doit d'après Laurent Geoffrin qui a pris la plume pour écrire sur la mort de Richard Anthony et sa vie musicale. On le doit à la sociologie française qui, dans les années 60, se demande qui sont ces jeunes qui chantent, qui dansent et parfois cassent tout avec Johnny et Richard Anthony. Eh bien, ce serait le sociologue Edgar Morin qui aurait inventé le mot yéyé en écoutant les disques de cette époque, tout simplement parce que les chanteurs de la génération de Richard Anthony aimaient bien finir leurs phrases par « oh yeah » et c'est devenu les yéyés. Vous l'entendez ? J'adore. Mais là, il dit pas « oh yeah ». Non. Un train qui siffle dans la nuit. Ah non, il s'est trompé, Richard Anthony. Il maîtrisait pas toujours bien ses paroles. La revue de presse de David Abiker, c'est toute la semaine à 8h30 sur Europe 1. À demain, David. À demain.